Marc Lermite. Marc Lermite est très connu comme monsieur attractivité au sein de EY. Il a une réputation internationale, où il dirige d'ailleurs l'ensemble des études. Et tous ceux qui, comme moi, travaillent avec toi savent combien tu es compétent et agréable à travailler et combien tu es rigoureux. Donc, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Et donc, on va exploiter tes compétences dans ce domaine pour te demander en quoi le poids du facteur Smart City est important pour un investisseur international. Puisqu'on parle de la défense Smart City en devenir, est-ce que ça influence un choix d'implantation? Je vais dire, de notre part à tous, merci. Parce que c'est une belle journée, je pense qu'elle a dû être compliquée à monter. Voilà, je te rends un compliment très sincère, aussi sincère que le tien. Donc Smart City, évidemment, d'abord c'est Paris La Défense. Je pense que, je ne sais pas si Paris-Île-de-France Capitale économique est à l'origine de ce préfixe ça Paris. Ça fait partie des choses sur lesquelles on a beaucoup insisté. Vous avez insisté pour Paris-Saclay, mais je pense qu'en disant ça, on dit à quel point une ville-monde ou une région-monde telle que la région Île-de-France, telle que Paris-Île-de-France, puisqu'on dit comme ça maintenant aussi, a besoin de s'identifier par un quartier vertical, vibrant, visible, un skyline, dit-on en bon français. On identifie la puissance économique de la ville-monde New York par le skyline de Manhattan, même si à Brooklyn, dans le New Jersey, il se passe beaucoup de choses. Le Grand Londres, c'est bien plus que la City Canary Wharf, mais de l'international, à distance, c'est d'abord la City Canary Wharf. Et c'est pour ça qu'il est si important que la Smart Région, ou la Smart City, qui est Paris-de-France, est et continue à avoir un quartier d'affaires, puisque c'est aussi comme ça qu'on l'appelle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que des affaires qui se passent et qui se font à Paris-La Défense. Et qu'on ait la possibilité, aujourd'hui c'est déjà le cas, mais dans les années à venir, d'entretenir cet esprit du lieu qui est assez extraordinaire au premier sens du terme, qui est unique, qui est différent. Moi j'ai presque envie d'abord d'essayer d'enlever un tout petit peu de la pression sur mes épaules d'expert de l'attractivité mondiale pour parler plus simplement en tant qu'utilisateur. C'était ma deuxième question. Je vais enchaîner pour gagner un petit peu de temps, ça va trop vite. Mais je vais revenir à ta première. Parce qu'en tant qu'utilisateur, nous on a à peu près 4000 personnes à La Défense, on est un ancien utilisateur de La Défense. D'ailleurs, il faut savoir... Oui, vous avez aussi choisi une superbe tour. Hein. On a choisi une superbe tour, je vais vous expliquer pourquoi. On ne s'appelle pas d'ailleurs nous-mêmes utilisateurs. Hein. Il n'y a que de l'extérieur qu'on nous appelle utilisateurs. Nous, on s'appelle entreprise. Et le mot utilisateur n'est utilisé que par des professions, mais pas par la profession d'entreprise qui est la nôtre. 4000 personnes, je disais, dans une tour, effectivement, qui est notre dernier lieu d'habitation. Je pense qu'on y est pour quelques années. Je ne veux pas inquiéter ni Hugues ni Laurent, plus qu'ils ne le sont déjà. Je pense qu'il faut se dire qu'à cet endroit-là, on vit d'une manière assez unique. Je le disais, il y a une différence parce que le lieu est identifié. Nous recrutons 1000 personnes par an. Ces 1000 personnes à qui il faut, entre guillemets, vendre La Défense quand même, parce qu'elle est chargée d'images et qui ne sont pas que des images réelles et faciles. À ces 1000 personnes, on offre aussi un lieu de vie. Ce sont des jeunes. La moyenne d'âge chez EY est de 28 ans. Donc ceux qu'on recrute sont un peu plus jeunes que ça. Il faut qu'on leur offre leur première enveloppe professionnelle. Et cette enveloppe, on a le sentiment qu'à la Tour First et à La Défense, on a une capacité de leur fournir, dans un travail qui est évidemment usant, intensif, des moments d'émerveillement, des moments de partage, des moments collaboratifs, des moments très technologiques. Et c'est ça qu'on a aussi à La Défense. C'est ça le smart de La Défense. Pour rendre nos équipes plus smart, on a besoin d'être dans un endroit qui respire ce smart. Et je pense qu'on a trouvé, en étant passé de 4 ou 5 implantations très très dispersées à tous les endroits de La Défense. Il n'y a pas qu'une défense, tu le sais Cara, il y a plusieurs défenses. Nous on vit en ce moment dans un quartier de La Défense qu'on avait connu il y a très longtemps, que d'ailleurs de facto occupe aujourd'hui, mais qui est une partie qui est amenée, c'est un euphémisme, à probablement évoluer vers le mieux, vers un caractère encore plus spectaculaire, avec des services encore plus modernes, encore plus faciles d'usage. C'est ça qu'on recherche aussi. Parce que je pense que, j'imagine que c'était ta troisième question, il y a encore un chemin assez formidable, hein, on a nous hâte d'y participer, à parcourir pour que ce quartier qui a fait la différence de Paris et de l'Île-de-France pendant des décennies ne soit pas l'oublié du Grand Paris. Je n'ai pas le sentiment que ça le soit, mais il faut faire attention. Faire attention à ne pas se dire que La Défense n'est que le lieu des grands sièges qui
peuvent tout faire et qui de toute façon n'ont de choix que d'être à la défense. Ce n'est pas le vrai. La défense a de vrais concurrents, à commencer par tous les baby défense qui sont autour d'elle et qui utilisent la marque. La défense a de magnifiques concurrents dans le territoire, sur le territoire francilien. On vient d'en voir s'exprimer un, mais il y a tout autour, dans la première et la deuxième couronne francilienne, de très beaux territoires qui ont réussi à absorber d'ailleurs des vagues de délocalisation de la défense. L'industrie qui est partie à Rueil, aujourd'hui c'est probablement un petit peu, je ne dirais pas la fin d'une époque, mais il y a beaucoup de transferts d'activités bancaires. Les SS2I ne se sentent moins bien à la défense aujourd'hui qu'elles ne se sentaient bien hier. C'est normal, la défense se transforme. Il faut aussi qu'elle soit comprise, acceptée et soutenue comme cette vitrine, je pense, première et plus éclatante vitrine de l'attractivité francilienne qu'elle a été, qu'elle est, mais qu'elle doit rester pour le bien de l'attractivité de la France. Il faut aussi voir des bémols. Tout ce que vient de dire Marc, on le partage tous. Mais vous êtes à la tête des foncières des régions. D'ailleurs, je signale que vous avez souhaité intervenir dans cette table ronde sous la Défense, puisque vous êtes très actif là-bas. Vous venez notamment de réhabiliter avec succès la tour CB21. Pourtant, vous tirez la sonnette d'alarme et vous dites que le modèle actuel de la Défense est peut-être un peu dépassé. Et je tire la sonnette d'alarme, soyons prudents et faisons attention aux mots qu'on utilise. Je crois que la Défense, c'est un très grand succès de Paris, et c'est vrai que c'est très bien d'avoir collé ce nom Paris La Défense, et qui est aujourd'hui une marque clairement connue dans le monde entier. Donc ça, c'est quand même un très grand succès qui aujourd'hui est le centre d'affaires européen le plus important. Donc ça, c'est une réalité. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut capitaliser là-dessus. Et qu'aujourd'hui, en effet, il y a un nouvel environnement économique depuis 5 ans qui s'est mis en place et qui, quelque part, a percuté le plan de renouveau de la défense qui avait été initié en 2005 et en 2006. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que simplement, au-delà de tout ce qui a été dit à l'instant, que je partage complètement, puisque la tour CB21 est mitoyenne, la tour First, et aujourd'hui est remplie à près de 80%, ce qui, dans le contexte actuel, est pas si mal que ça. Et simplement, il y a des bémols que je voulais en effet partager ici. Le premier, il ne vous surprendra pas, ça rejoint ce qui a été dit dans d'autres tables rondes, c'est la question des transports. Aujourd'hui, accéder à la défense en transport en commun, ça reste par moments un peu difficile, et il est certain que le prolongement de la ligne E est indispensable, et plus vite ça sera réalisé, mieux ce sera bien sûr pour la défense. Et puis au-delà de ça, je dirais la réalisation du Grand Paris est également quelque chose qui comptera pour l'avenir. Mais je dirais que ça, c'est des choses qui, pour moi, en tout cas pour la ligne E, c'est des choses qui sont en route, qui vont un jour se faire, et sur lesquelles d'ailleurs les choses sont initiées. Mais il y a des choses plus prosaïques qui aujourd'hui font que l'image de la défense doit être retravaillée. Par exemple, je cite l'exemple des parkings. Aujourd'hui, l'accessibilité en voiture à la défense reste compliquée. Les parkings, on n'a pas envie d'y aller. Et ça, c'est un sujet sur lequel on doit pouvoir travailler. Pareil, en termes de simplement les taxis, les GPS aujourd'hui à la défense, on a beaucoup de mal à s'y repérer. La signalétique, c'est des choses qui peuvent paraître, je dirais, peu importantes, mais quand vous comparez la défense à d'autres grands quartiers dans le monde, aujourd'hui, ça fait la différence. Et c'est ces choses-là sur lesquelles il faut travailler. Puis au-delà de ça, après, moi je dirais qu'il y a l'attractivité de la dalle en tant que telle qui doit être plus commerciale. Ça, c'est un sujet sur lequel je crois que les entreprises auront plaisir à y travailler parce qu'au-delà des lieux de travail agréables pour leurs salariés, et la Tour First en est un très grand exemple, et d'autres tours, CB21 en est un exemple également, c'est le fait de pouvoir également y vivre un petit peu. Et je crois qu'avoir plaisir à venir à un endroit, c'est essentiel, et c'est des choses sur lesquelles je dirais, les équipes de l'EPADESA et de Facto, je suis persuadé, doivent y travailler encore davantage à l'avenir. On a besoin de ton sentiment avec tes plusieurs casquettes, en tant que président de la CCI du 92, en tant que président de HO, de l'Association des utilisateurs de la défense, mais aussi en tant que pilier de notre groupe de travail qui était Mieux vivre à la défense, qui était présidé par Jean-Pierre Duport, qui n'est pas des nôtres ce soir, mais tu as certainement beaucoup de choses qui avaient été dites et que tu veux porter. Alors, quel est ton constat? À l'époque, on avait trouvé que la défense avait vraiment tous les cartes en main pour être la Smart City en devenir. Qu'est-ce qui manque à la défense pour être une Smart Défense? D'abord, d'être une city. Premier point, non, mais quand on parle de Smart City, ça veut dire un ensemble cohérent avec une gouvernance qui rassemble un certain nombre de fonctions, aussi bien de développement économique que d'activité publique, que de résidence.
La Défense, et elle en souffre beaucoup, n'a pas la gouvernance plus uniforme que représente celle d'une ville. Je ne dis pas qu'il faut le faire aujourd'hui, je dis simplement, elle ne peut pas avoir les caractéristiques d'une Smart City à cause de ça. En revanche, elle pourrait avoir les caractéristiques d'un Smart Quartier d'affaires, ce qu'elle a un peu, mais probablement il y a des marges de progrès très importantes. Pour moi, un Smart Quartier d'affaires est un endroit d'abord où les constructions progressivement deviennent des smart buildings, c'est-à-dire des éléments qui sont connectés, connectables, qui sont leurs propres capteurs. On voit bien les évolutions, il y a des spécialistes d'immobilier ici qui le diront beaucoup mieux que moi, mais on voit très bien une évolution de plus en plus rapide vers des bâtiments intelligents qui intègrent eux-mêmes un bien meilleur contrôle d'un certain nombre de leurs fonctions, qui vont aller de la température, des fluides qui arrivent ou qui repartent, à la lecture même de leur propre évolution structurelle. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que les bâtiments nouveaux intègrent progressivement ceci, mais il est clair qu'il reste une part importante du parc immobilier de la Défense qui devra évoluer, et probablement un peu plus rapidement que ce que l'on imagine aujourd'hui. Pour que ça puisse se faire, il faut que les données économiques de la Défense justifient un investissement, et il faut que les éléments de fiscalité le permettent. En particulier pour moi, le non-renouvellement de l'exemption de la taxe sur les bureaux lorsqu'il s'agit de rénovation de bureaux est une erreur majeure sur le plan économique. Ça ne représentera pas beaucoup de sous et ça représente une erreur majeure sur le plan économique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut un espace public qui soit effectivement intégré. Tout ce que vous avez dit sur le transport, mais le transport, c'est à la fois la desserte du secteur, mais c'est aussi la capacité d'interconnexion. Et je suis personnellement désolé de voir que dans la construction du métro express du Grand Paris, la connexion de la Défense avec les aéroports ou avec les autres gros centres d'affaires ou les pôles comme Saclay passe au second rang. Je comprends les raisons politiques. Je pense que c'est une erreur majeure et que pour que la Défense devienne vraiment un smart quartier, il faut que la liaison physique soit bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le fonctionnement même sur la Défense, et vous l'avez rappelé, mais ça, je pense que Laurent Roch le dira beaucoup mieux que moi, il y a des progrès qui sont en cours, ils ont été trop longs, mais il y a des progrès qui sont en cours. Donc, et derrière ça, le problème de gouvernance reste posé, et nous avons ici des plus grands acteurs publics avec des volontés exprimées par les uns et par les autres et qui, eux, fort heureusement, sont en train de converger, mais on voit très bien que les intérêts des différents acteurs publics peuvent ne pas être toujours convergents, en particulier entre les villes, l'État et les autres collectivités qui sont sur le territoire. Il y a un manque d'homogénéité de gouvernance qui, pour moi, est un facteur difficile et qu'il faudrait surmonter. Monsieur le préfet, vous êtes à la tête de l'EPADESA depuis à peine quelques mois, et déjà on vous voit combattre avec vigueur quelques préjugés concernant la défense. Alors, nous, à Paris-Île-de-France, la capitale économique, vous savez, depuis plus de 10 ans, on va toujours, quand on vend l'attractivité de la région, on met toujours en avant la défense, parce que, comme rappelait très bien Marc, c'est vraiment une icône, c'est vraiment ce qui rend visible, et ce qui ne veut pas forcément dire que l'investissement sera la défense, mais c'est un attracteur, c'est un symbole, c'est la verticalité, c'est les beaux projets, c'est les belles tours. D'ailleurs, vous voyez, dans nos affiches, on les met en avance. Et on constate, peut-être plus en France d'ailleurs qu'à l'étranger, un peu de la défense bashing dans les journaux, avec des informations peu flatteuses qui circulent sur les prix, où on dit qu'on donne des niveaux de prix qui ne sont pas tout à fait correspondants à ce qui sont les prix en réalité, sur le taux de vacances. Vous qui prenez les pouls des investisseurs au quotidien, sentez-vous une désaffection de la défense ou tout cela n'est que des rumeurs médiatiques? 90% de remplissage. Et vous avez alerte à la défense du jamais vu. 10% de vacances. C'est exactement la même chose. Comme si on s'acharnait depuis des années à essayer de faire chuter cette statue apparemment indéboulonnable, qui pourtant, pour ceux qui connaissent bien le domaine, passe son temps à avoir des cycles qui surperforment, si on peut dire, à la hausse ou à la baisse, les cycles de l'économie et de l'immobilier. Tout le monde le sait depuis 50 ans. C'est le premier quartier d'affaires historiquement en Europe. Ça fait donc 50 ans de recul. Ça fait 50 ans qu'il se passe la même chose. Ça fait 50 ans qu'on sait à peu près quand on atteint le plancher, c'est-à-dire ces semaines ou ces mois-ci. Et ça fait 50 ans qu'on sait que ça va redémarrer, que ça va monter plus haut que la plupart des éléments du marché immobilier francilien. Bon.
Donc tout ça, si vous voulez, me laisse, moi maintenant, assez impavide, parce que les 4 mois que j'ai passés dans cet établissement m'ont surtout permis de constater qu'on est en plein dans votre sujet, qui est l'attractivité de la capitale, de la région capitale, l'attractivité nationale, certes, mais surtout l'attractivité internationale. Et c'est dans cette cour-là que se situe la Défense. C'est la raison pour laquelle il n'y a absolument aucune concurrence, ni avec les nouveaux centres d'affaires franciliens. Certes, les usagers, eux, ou les clients, ou les entreprises, font en sorte de matcher les uns contre les autres, puisque c'est un problème de prix. Mais pour les internationaux, pour les investisseurs internationaux, cette question ne se pose pas. On connaît la chute en 2013 des investissements étrangers dans notre pays. Elle est violente. Les investissements à la Défense ont été multipliés par 2 entre 2012 et 2013. Et ils avaient déjà augmenté, doublé, entre 2012 et 2011. Ce qui veut dire que pour les investisseurs qui ont sur notre pays et sur ce quartier d'affaires, qui est en réalité avec le quartier central des affaires de Paris, le seul visible, pour une raison simple, c'est qu'il se confond avec le quartier central des affaires de Paris. Eh bien, pour les investisseurs étrangers, dans un cycle moyen, il n'y a non seulement pas d'inquiétude, mais il y a un appétit réel pour participer à ce que je crois absolument indispensable, c'est à la fois l'amélioration du service sur la Défense, et je pense que Laurent Roch aura l'occasion d'en parler puisque c'est son domaine, mais surtout la rénovation profonde du modèle lui-même. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Kuhlmann. Le modèle n'est non seulement pas menacé, ni en panne, mais en plus, il est en train de se forger un nouveau modèle. La Défense d'aujourd'hui, c'est d'abord effectivement upgrader l'ensemble du plateau d'affaires en termes de performance énergétique, communication, bon, tout ça, ça va effectivement s'accélérer. Nous allons engager d'ailleurs une démarche à l'égard de chacun des propriétaires et constater que les bonnes intentions de M. Kuhlmann se révèlent au résultat effectivement à l'écoute. Deuxièmement, nous sommes en train de franchir ce qui a été une grande difficulté de vie de la Défense, c'est-à-dire ce boulevard circulaire qui fait que l'absence de vie s'y ressent particulièrement, alors que les villes voisines, elles, vivent parfaitement. Bon, ben, nous construisons un certain nombre de choses, des grands projets d'ailleurs très emblématiques qui permettent de chevaucher. Et puis troisièmement, on est en train de trouver un nouvel horizon pour la Défense. La Défense manque aujourd'hui d'entertainment, elle manque de logement, elle manque de sport, elle manque de culture. En clair, elle manque de multivocation que tous les plateaux d'affaires se sont donnés depuis 10 ans. Pour maintenir notre attractivité internationale, il faut offrir ça. On ne peut pas le construire parce que historiquement, ça fait 50 ans qu'on construit sur la Défense. On ne peut pas construire l'ensemble sur la dalle. Alors on va le faire derrière. Et demain, vous verrez que l'espace que nous sommes en train de bâtir, que nous appelons, nous, désormais, espace Défense Seine-Arche, mettre l'Arche au milieu de l'espace et non pas au bout de l'un et au début de l'autre. Vous avez approprié de beaucoup de nos propositions et vous les avez mises en œuvre. Et vous avez intégré la dimension Smart City dans votre mission. Alors, cette nouvelle approche, comment se concrétise dans la gestion des espaces publics au quotidien? Je vais m'efforcer de rassurer nos amis. Les préoccupations qui ont été exprimées, on les partage, on les intègre. La Défense a des actifs, beaucoup d'actifs, mais elle a aussi évidemment un défi d'évolution, d'adaptation qu'elle doit relever et de facto, et les parties prenantes concernées à la Défense intègrent, j'allais dire, les démarches actuelles de Smart City pour relever ce défi. Et on l'intègre en particulier sur notre cœur de métier, qui est la gestion des espaces publics et du patrimoine. Alors, la première étape indispensable pour nous, c'était de nous doter d'une vision à long terme, d'une stratégie d'intervention sur les espaces publics de la Défense. Et c'est aujourd'hui chose faite, avec le plan guide des espaces publics qui s'est construit de manière partenariale avec les PADESA, avec les villes, avec les utilisateurs. Ce plan guide, c'est un très gros travail de diagnostic, de recollement de données et d'études. Et c'est aujourd'hui une approche renouvelée des espaces publics à la Défense qui vise à faire non pas plus d'espaces publics, mais mieux d'espaces publics. Et cette vision, cette stratégie, en fait, elle s'articule autour de quelques grandes orientations. La première, c'est valoriser les espaces souterrains. Enfin, en réalité, les espaces sous dalle, qui sont dans un état préoccupant et qui sont quand même le premier point de contact de n'importe quel visiteur à la Défense. Donc première orientation, valoriser ces espaces-là. Deuxième orientation, rénover et développer les espaces verts et aussi travailler au développement des liaisons vertes sur et autour de la Défense.
qu'il y a aussi beaucoup de nature autour de la Défense. Troisième grande orientation du plan guide, c'est mieux exploiter l'immense bâtiment, en fait, dont la dalle et le toit, à la fois en valorisant des espaces en cœur sous la dalle, et puis aussi les façades de ce bâtiment. Et puis, les deux dernières orientations du plan guide, c'est redonner à l'axe son caractère exceptionnel, au grand axe, et enfin, inventer un playground, c'est-à-dire retrouver ou trouver des nouveaux lieux et des nouveaux temps pour une vie à la Défense. Donc ça, ce sont les grandes orientations du plan guide. On n'en est pas resté qu'à la stratégie, heureusement. Le plan guide aussi, c'est un document très opérationnel qui a fixé une programmation détaillée d'opérations, priorisée dans le temps et avec des estimations de montant. Et cette feuille de route, nous avons commencé très concrètement à la mettre en œuvre. Et je vais vous prendre 3 ou 4 exemples, j'allais dire assez emblématiques. En matière d'espace souterrain, nous avons engagé, depuis le début de l'année, la rénovation d'un entrepont. Vous savez, les entrepôts à Défense, ce sont ces espaces qui sont sous la dalle, en pied d'immeuble, et qui assurent les fonctions logistiques, mais aussi la desserte VIP ou taxi. Donc nous venons de lancer les travaux dans l'entrepont au Corolles. On va revoir complètement l'organisation fonctionnelle, on va revoir l'esthétique, l'ambiance du lieu, et puis on va aussi créer des ouvertures et des liaisons avec la place et le square qui sont au-dessus. Donc premier exemple d'opération qui s'est lancée. Deuxième opération emblématique et d'envergure, c'est la requalification d'un des plus anciens quartiers de la Défense, le quartier Boieldieu, au pied des 4 temps, où là, on va, dès le second semestre 2014, appliquer les grands principes du plan guide, c'est-à-dire reprendre tous les revêtements, l'éclairage, créer un jardin au cœur du quartier, améliorer l'accessibilité du quartier jusqu'au grand axe, et puis aussi travailler sur les différents niveaux et la liaison entre ces niveaux, la dalle, la voie de desserte intérieure et puis les parkings. Et puis d'autres opérations aussi qui se lancent, la mise en valeur du musée à ciel ouvert, donc l'exceptionnelle collection de 60 sculptures monumentales sur l'espace public, essentiellement sur l'axe, avec une mise en lumière, une cartellisation, la création de parcours et des restaurations, et puis bien d'autres projets aussi sur l'espace public qui se mettent en œuvre. C'est-à-dire ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est visible, c'est dans l'espace public, ça va commencer à se voir, mais il y a aussi une face cachée de la gestion du patrimoine qui vise à optimiser la gestion de ce patrimoine et de nous doter, et ça c'est à l'horizon mi-2015, de tous les outils pour une gestion performante de ce patrimoine qui nous permettent d'assurer un entretien et une maintenance au meilleur coût et pour, j'allais dire, une meilleure qualité de service pour les utilisateurs. Alors ça, c'est des outils comme une gestion de la maintenance assistée par ordinateur, c'est une gestion centralisée de l'éclairage, c'est une gestion des ouvrages et des structures aussi informatisées avec une instrumentation qui permette de suivre leur état et leur évolution. Et c'est enfin surtout un système d'information géographique. Donc ça veut dire qu'on aura bientôt la géolocalisation. Alors, la géolocalisation, je sais qu'il y a une très très forte attente. Là, j'étais sur la gestion du patrimoine, un patrimoine géré de manière smart. Mais alors, la Smart City, c'est aussi pour nous, évidemment, le développement de nouveaux services, et notamment des services numériques. Et on sait qu'à la Défense, il y a une forte attente en matière de géolocalisation. Nous avons fait des efforts sur la signalétique physique, mais qui sont encore insuffisants. J'en conviens en particulier en matière de signalisation routière et d'accessibilité à nos parkings. Mais là, dans le cadre de nouveaux contrats de délégation, il y a un énorme travail qui va être fait en 2014 avec du téléjalonnement sur le boulevard circulaire, avec des entrées de parking qui vont être revisitées, avec une signalétique complètement repensée, et puis aussi avec un vrai travail sur la signalisation routière et dans les voies souterraines. Et pour répondre à votre question, la géolocalisation, la question peut paraître assez triviale. Pourquoi n'y a-t-il pas de géolocalisation à la Défense, alors qu'il y en a partout ailleurs? La difficulté, c'est que le système GPS à la Défense fonctionne mal ou pas. Il fonctionne mal sur la dalle, puisqu'il y a simplement 30%, on a fait des études il y a 2 ans, il y a 30% en fait de la dalle qui est couverte par le signal GPS avec fiabilité, et puis évidemment il ne fonctionne pas du tout dans les espaces souterrains. Donc ça fait 1 an qu'on travaille à ce projet, et en fait la conclusion c'est qu'il nous faut déployer une infrastructure spécifique
qui va être sûrement un mix de technologies entre le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Et nous allons lancer, avant l'été 2014, un appel d'offres pour déployer cette infrastructure. Donc on fera un choix sur l'infrastructure fin 2014 et un lancement du déploiement de l'infrastructure sur 2015. L'idée étant de ne pas s'arrêter qu'à la géolocalisation, mais aussi de proposer un ensemble de services liés à la géolocalisation. C'est quoi l'objectif? C'est qu'en 2015, chaque utilisateur ait la défense dans sa poche. Et donc, qu'il accède à de la géolocalisation, à des itinéraires, à des données liées à la mobilité, le taux de, par exemple, disponibilité des places de parking dans nos parkings, à des données liées aux travaux, et puis enfin à l'offre globale territoriale, la culture, les événements, l'actualité à la défense, le commerce, les services. Donc c'est ça. L'idée, c'est qu'on est en train de construire une application, une interface unique, demain, en 2015, à la défense, pour que tout utilisateur puisse avoir la défense dans sa poche. Laisser les ressources à la défense. Donc là, on passe tout un autre sujet. Quel serait votre business model idéal? Écoutez, le business model idéal, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la défense conserve ses ressources et qu'aujourd'hui, les taxes locales qui sont payées par les entreprises qui travaillent et qui emploient plein de salariés à la défense soient utilisées sur le site de la défense plutôt que pour construire les piscines des communes avoisinantes. En tout cas, je pense qu'il y a un réel sujet aujourd'hui de financement de la défense qui ne fonctionne qu'au travers de la vente de charges foncières. Et donc, quelque part, une sorte de fuite en avant, où plus on construit de mètres carrés, plus on vide des immeubles anciens, moins on réhabilite les immeubles anciens, et donc plus on crée une certaine obsolescence. Tout ce modèle a très bien fonctionné quand on était en phase de croissance économique, et ça a permis ce fantastique développement de la défense qui reste une extraordinaire réussite. Je ne veux pas croire que ne vous trompez pas sur mes propos, hein. C'est une extraordinaire réussite. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a changé de modèle. On est dans une phase de situation économique avec très peu de croissance, très peu de création d'emplois tertiaires nouveaux, avec le développement autour de Paris d'autres sites tertiaires. Moi, je trouve qu'il faut qu'on revoie en effet un jour, je ne sais pas comment, et c'est vrai que ce n'est pas à quelques mois des municipales que les choses peuvent changer, mais que cette gouvernance de l'EPADESA qui n'a pas les ressources, que ce soit l'EPADESA ou de facto, pour faire face à ce qu'elle devrait faire, et qui, du coup, fait les choses. Tout ce qui a été dit tout à l'heure, moi je le partage, c'est très bien, mais ça aurait dû être fait depuis longtemps, quand on regarde les choses avec la distance. Et on sait bien que si ça n'a pas été fait, c'est parce que les ressources financières n'ont pas été là, ou n'ont pas été suffisamment déployées. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui en tant qu'investisseur sur la défense. Je vous rejoins aujourd'hui, les investisseurs aiment la défense. Je crois qu'il y a une réalité aujourd'hui, il ne faudrait pas grand-chose. Et d'ailleurs, ils sont en train de revenir. L'opération qui a été annoncée cette semaine, quand même, c'est pas rien. 1,3 milliard sur la défense, c'est quand même un gros. Ça montre bien qu'aujourd'hui, il ne faut pas grand-chose pour que les investisseurs se ruent à nouveau sur la défense. Mais je pense que ça passe aussi, à mon sens, par une évolution un jour de cette gouvernance. Gouvernance en tant que telle et appropriation des moyens utilisés sur le territoire. C'est clair que vous avez raison, on a eu un modèle qui a fonctionné pendant un moment. C'était la croissance économique et c'était aussi la disponibilité de terrain. La disponibilité de terrain est plus difficile, les prix de réalisation deviennent plus difficiles parce que beaucoup plus acrobatiques. Donc ce modèle est effectivement partiellement à bout de souffle et on ne peut plus voir l'évaporation des ressources qui sont normalement sur la défense, qui sont créées par la défense, vers quelles que soient les solidarités. Parce qu'il ne faut pas se tromper, la défense est effectivement disputée et discutée. La défense reste, et les uns et les autres, en particulier les parents l'ont dit, une vraie locomotive, même si elle n'est pas reconnue comme telle, en particulier au niveau des franciliens. Si on fait le petit quelque chose en plus, il y aura une réaccélération sur la défense. Si en revanche on y prend garde, c'est un modèle qui s'érodera, qui peut s'éroder de manière très grave. Pas demain matin, pas l'année prochaine, mais ça mettra quelques années et ça sera difficilement récupérable par la suite. Donc c'est une cause nationale. Je crois que beaucoup de gens ont commencé à le comprendre ou le comprennent. Il faut maintenant que ça se traduise par une évolution d'action et surtout un véritable projet collectif. Je pense qu'il nous faut un vrai projet collectif où puissance publique dans toutes ses formes et monde privé dans là aussi toutes ses formes
travaille ensemble pour que vraiment on considère que c'est quelque chose qui sert à tous. Et puis, il y a un point, et là je reviens sur ce que disait Hugues Parent tout à l'heure, la défense bashing est une erreur grave, mais nous n'avons pas fait les uns et les autres tout ce que nous aurions dû faire pour réconcilier, je vais vous dire, les Parisiens avec la défense, les Franciliens en général, mais les Parisiens. Combien de gens disent du mal d'une défense dans laquelle ils ne sont pas allés depuis 25 ou 30 ans s'ils sont allés eux-mêmes? Et on voit bien avec quelques articles sortis, en particulier dans Challenge, qui étaient délibérément des articles à charge, en dépit de ce qui avait été dit. Donc, il y a incontestablement un effort très important à faire pour mieux expliquer, mieux faire comprendre et au moins faire basculer ceux qui sont simplement ignorants vers une meilleure compréhension de la défense. Ceux qui sont hostiles pour d'autres raisons, souvent politiques, c'est un peu plus compliqué. Mais si déjà on peut faire basculer une partie de l'opinion publique parisienne et francilienne, on aura gagné une partie de la bataille. Je crois que la défense retrouve un nouveau souffle en retrouvant le centre de l'humain, parce que c'est ça qui manque. Donc, c'est effectivement une responsabilité très forte que de rendre service à l'usager, et je pense que l'EPADESA, qui a la charge de construire, doit aussi intégrer une dimension humaine qui n'a peut-être pas été suffisante jusqu'à maintenant. Il est invraisemblable que les pieds de tour ne soient pas ouverts largement, comme c'est le cas dans tous les grands plateaux d'affaires du monde et ce qui se fait avec les mêmes investisseurs. Vous avez une belle expression qui est humaniser les tours. Enfin, humaniser le plateau dans son ensemble, et ça fait appel à un certain nombre de fonctions, mais encore une fois, nous avons une responsabilité, comme de facto on a une importante, et je pense que là, nous sommes d'accord sur une ligne stratégique commune, avec un objectif commun, parce que nous avons en face de nous les mêmes entreprises, et qu'elles ne voient pas la différence entre les uns et les autres. Deuxième chose, je pense que le nouveau souffle doit être trouvé en élargissant le champ. La défense a été une île pendant longtemps, on peut s'en satisfaire, d'ailleurs un certain nombre de partenaires de la défense s'en sont satisfaits longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Et ce qu'on est en train de faire sur, par exemple, l'Arena, 40 000 places pour des spectacles, des matchs de rugby, pratiquement 1 à 2 fois par semaine, qui vont arriver et découvrir la défense, comme on a pu le découvrir très récemment dans la pose de la première pierre de cet édifice. Ça va être quand même l'une des plus grandes salles de spectacle européennes. On va voir enfin la défense de l'autre côté de l'Arche. Et ça va donner des idées, d'ailleurs les investisseurs en ont déjà beaucoup. Le fait que nous ayons un hub de transport qui en 2020 sera pratiquement comparable à ce qui existe aujourd'hui sous l'Arche, fera qu'à 1 kilomètre de distance, on va traiter 700 à 800 000 personnes tous les jours. C'est quand même absolument faramineux. Bon, ça, ce sont des éléments forts qui font que la vie des gens repose sur le transport, on en fait plus, le logement, on va en faire beaucoup plus, le spectacle en général, l'animation, le commerce, on va en faire plus. Donc je pense que l'espace qu'on est en train de créer doit être porté par tous ces acteurs. Il y a aussi du côté des acteurs de la défense, et les fameuses entreprises, à mon avis, n'ont pas Aparode qui fait, et le président fait ce qu'il peut, mais il n'y a pas encore une fois le sentiment que c'est un bien commun qu'il faut porter ensemble. Donc je pense qu'il faut aller plus loin. Mais je pense qu'on est très proche quand même de réaliser quelque chose à la fois d'historique, parce que ça fait 50 ans que ça existe, de patrimonial, mais quelque chose de complètement nouveau. Et c'est à ça, je pense, qu'il faut qu'on s'attache tous. Et De facto, il y a déjà travaillé, ne serait-ce qu'à travers les animations, toutes les animations que De facto a mis en œuvre depuis 2-3 ans sur la dalle, hein, j'en citerai que quelques-unes, mais l'été De facto, une première en 2013, pendant tout l'été, une animation Place de la Défense, le grand spectacle, le Festival des Arts de la Rue, des expositions. Donc De facto, en effet, cherche évidemment aujourd'hui à donner plus de vie à ce quartier d'affaires. Sur la question des ressources, juste pour tempérer quand même les propos qui ont été tenus, donc De facto est un établissement public local qui vit à la fois de ressources propres et des subventions de ces 3 collectivités de tutelle, de Conseil général et les villes de Puteaux et de Courbevoie. Je rappellerai juste que entre 2010 et 2013, les ressources propres de facto ont progressé très significativement. Hein. Quel est votre budget? Aujourd'hui, sur le budget de fonctionnement, on est à 40 millions. Et donc, en 2014. Et les ressources propres de facto sont passées de 17 à 26 millions. Donc, vous voyez déjà quand même la progression qui est très, très significative. Et nos actionnaires ont augmenté leur contribution à travers des subventions, là aussi de manière très significative, en les passant en 2010 à 9 millions et en 2014 à 18 millions. Donc, il y a peut-être encore des efforts à faire, mais
quand on regarde rétrospectivement sur les 3 dernières années, il y a eu des croissances significatives de nos ressources propres et des croissances aussi significatives des contributions des collectivités locales. On remarque tous néanmoins qu'il y a du retard à l'allumage sur un certain nombre de fonctions qui devraient depuis longtemps être affichées à la Défense. Elles tiennent au fait que depuis toujours, et c'est vrai pour l'État lorsqu'il assumait les mêmes fonctions que de facto au sein de l'EHPAD, ça consiste à dire, écoutez, voilà combien j'ai, je vais en faire pour ce que j'en ai. Alors que la question n'est pas celle-là, la question c'est on veut avoir un des points forts, l'un des points les plus visibles dans le monde du business international, dans la proximité immédiate de Paris. Combien faut-il pour le faire? Et à partir de là, comment arrive-t-on à alimenter un budget qui doit impérativement contribuer à l'attractivité de la capitale? Moi, j'ai tout à l'heure lancé modestement un cri d'amour pour la défense, que j'assume, et cette passion n'empêche pas un peu de raison, donc je vais essayer de faire de l'attractivité pragmatique. On est une entreprise assez sensible à la chose économique et financière, et je voudrais juste témoigner qu'on a trouvé un modèle économique et une certaine compétitivité à la défense, qu'on n'est pas complètement fou, et que le prix catalogue de la défense n'est pas, quand on le travaille bien, en négociant bien, mais aussi en faisant un travail sur l'organisation interne du travail, il y a un modèle économique possible à la défense qui rend la défense beaucoup plus attractive et beaucoup plus compétitive qu'on ne le pense. Mais mon premier sentiment, première recommandation, serait que ce marketing du prix et des composantes du prix, je sais que sur ce podium, beaucoup y travaillent, soit fait de manière beaucoup plus sensible, beaucoup plus moderne. D'une certaine manière, c'est un peu ce qui arrive à la France et à l'attractivité de la France aujourd'hui. La France ne justifie plus son prix, et le prix catalogue qui est jeté un peu à l'encan par nos concurrents, le prix de leur chargé travaillé, les 75%, des choses qui n'existent pas, nous font un mal de chien, et je pense que la défense doit travailler sur le marketing basique. Je suis désolé, l'attractivité, c'est parfois très basique, c'est parfois très beau, très enchanté, c'est souvent très basique. Deuxième élément de raison, nous, on observe que nos salariés, après 6-9 mois, sont très heureux de vivre à la Défense. C'est-à-dire que je partage ce qui vient d'être dit, et les enquêtes, je crois, de facto le montrent. Plus de 90%, c'est soviétique. Les taux de satisfaction sont considérables. On a presque le sentiment que le thermomètre est un peu secoué. Et j'en témoigne dans notre entreprise, on peut aimer la Défense. Moi, j'y vis depuis 15 ans, et je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Je vous assure que je ne m'en lasse pas. Simplement, on a, et ça a été exprimé d'une manière très, très, très concrète et très, très, très belle tout à l'heure, on a un problème, c'est l'entrée de ville, la façon dont le coup d'approche, ou l'approche tout simplement, est vécue par ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Je suis d'accord avec Jean-Yves. Nos jeunes, moi je pense, je suis obsédé par ces jeunes de 23-24 ans qu'on essaie d'arracher à nos très bons concurrents, qui sont avenue de Neuilly, qui sont dans le Triangle d'Or, etc., et qui jouent de ça. Ils ont raison. Et là, il faut que vous nous y aidiez, parce que c'est cette enveloppe-là qui est, pour un jeune, évidemment extrêmement smart, mais est une barrière psychologique, une barrière de dîner, de soirée. Tu travailles à la Défense, quelle galère mon pauvre. Oui, c'est une galère, mais etc. C'est très compliqué. Donc c'est ma deuxième suggestion. Et ma troisième, c'est que, certes, il y a un effort pour que le projet soit un peu plus collectif et que les rapprochements se fassent, mais moi, je vais en témoigner pour avoir travaillé dans quelques autres grandes agglomérations françaises et ailleurs. Il y a quand même, j'ai rarement vu à la fois autant d'énergie, de moyens, d'intelligence, je le dis prudemment en regardant droit devant moi, mais sincèrement, et une telle dispersion de moyens pour un territoire de 200 000 salariés qui est véritablement l'attracteur numéro 1 de la France, pas seulement de Paris-Île-de-France, mais de la France, et une vraie dispersion, une modestie de moyens, de développement économique, pas seulement de marketing, de com, d'aménagement, mais de développement économique. C'est quoi la diversification économique et sectorielle de la Défense? C'est quoi les startups à la Défense? Il y a de l'enseignement supérieur et de la recherche à la Défense, mais comment on fait progresser tout ça? Comment est-ce qu'on travaille avec le tissu économique d'une manière à la fois en se reposant sur ce que fait Jean-Yves Durance et Aude, mais peut-être en l'élargissant aux PME, aux ETI et à un monde plus large d'utilisateurs ou d'entreprises. Moi, je pense que là, on a quelques clés très concrètes, pas pour les années à venir, mais pour les mois à venir. D'abord, effectivement, il faut élargir à
à d'autres parties prenantes. Mais pour ce faire, il faut renforcer la connaissance et la compréhension de la défense et son attractivité. Deuxièmement, sur l'image de la défense à l'extérieur et ensuite auprès des salariés. Je voudrais témoigner, en 2006, j'étais président du directoire de Marsh France, la filiale de Marsh McLennan, qui était leader mondial en courtage d'assurance, et ses sociétés sœurs, qui étaient le groupe Mercer. Décision au niveau des États-Unis, nous sommes sur plusieurs sites, nous souhaitons les agréger. Où? Examen avec un des grands courtiers immobiliers. Le point, c'est la défense. Donc, vu de New York, le seul point qui soit le bon équilibre entre le coût impossible du centre de Paris, la surface nécessaire et la proximité des grands clients, c'était la défense. Décision prise. Repoussé de 2 ans pour des raisons qui étaient propres à Marsh, mais un premier examen de certains immeubles, disant cet immeuble est bien placé, ne correspond pas du tout aux standards dont nous avons besoin, aussi bien d'ailleurs en termes de câblage qu'en termes de qualité des sanitaires, etc. Décision d'un propriétaire, à la suite de ça, de refaire complètement. 2 ans après, réexamen au niveau de la maison mère, reprise sur cet immeuble, on débouche chez Ariane. Faire passer des salariés de bureaux individuels pour beaucoup d'entre eux ou de petits bureaux vers de l'open space, avec une réduction de 25 à 30% de l'espace. J'aime autant vous dire qu'il a fallu, si vous me pardonnez l'expression, faire du massage. On est arrivé à des gens qui ont accepté de venir. Puis moi, j'ai quitté l'entreprise pour prendre une retraite active. 1 an après, j'ai croisé le secrétaire du comité d'entreprise. Je lui ai dit, ça va. Ah, il me dit, fantastique. Plus personne ne voudrait quitter la défense. Plus personne ne voudrait quitter la défense.